de meilleur du meilleur. Hein. C'est fabuleux. On va commencer par le monsieur qui est de ce côté. Michel, bonsoir. Bien, nous sommes venus en nombre ce soir depuis Grès, la ville de Grès en Haute-Saône, pour vous parler d'un salon d'art qui se déroule, d'art visuel, qui se déroule à Grès, à Arc-les-Grès plus précisément, au mois d'octobre, donc les 13, 14 et 15 octobre, pour sa 4e édition, et qui recevra plus d'une trentaine d'artistes. Ah oui. Et comment est venu ce projet? Parce que, bon, en général, quand on fait quelque chose, une manifestation comme celle-ci, ça demande du temps. Je veux dire, il faut essayer d'évaluer on va dire, les inconvénients puis les avantages. Parce qu'un projet comme ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut des financements, etc. etc. Eh bien, des inconvénients, je ne vois pas, mais des avantages, il y en a. Et on a voulu surtout organiser ce salon. Donc ce salon, il a été monté et mis au point et organisé notamment par le Rotary Club de Grès, avec le château d'Autrey et le club Innerwheel de Grès. Ce salon participe en fait aux différentes actions des clubs pour essayer de collecter des fonds pour les redistribuer pour des actions, on va dire, particulières. Alors ce salon, les entrées, le prix des entrées qui est récupéré est ensuite attribué au développement on va dire, de l'art dans la région, notamment auprès de jeunes populations. On en dira un petit peu plus tout à l'heure. Voilà. Et puis c'est aussi l'envie de faire partager en fait un aspect culturel. On avait envie d'introduire un événement qui soit assez consensuel, qui soit ouvert à tout le monde, et un événement de qualité surtout. Les artistes, en fait, ils ont un critère spécial pour être exposés, enfin pour être vus. Je vais vous répondre indirectement, oui, dans le sens où on parlait tout à l'heure de difficultés et d'inconvénients. C'est vrai qu'il y a quand même une difficulté majeure quand on écoute ce que disait Michel et qu'on organise ce genre de manifestation sous forme associative. Le fait est que on a quand même une vraie difficulté, c'est la qualité de la manifestation, la qualité de l'offre. On voit souvent des manifestations qui sont montées avec beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'énergie, beaucoup de sincérité. Et puis qui, en définitive, manque cruellement, effectivement, de niveau qualitatif. Quand on veut faire de l'art contemporain, en région, c'est pas simple. C'est vrai qu'il faut se le dire, hein, c'est pas d'une simplicité évidente. Donc, il faut avoir un carnet d'adresse, il faut avoir des professionnels autour de soi qui côtoient des artistes, qui les convainquent de venir exposer à Arc-les-Grès, en l'occurrence, Espace Festival, puisque c'est le lieu où aura lieu cette manifestation les 13, 14 et 15 octobre, et les fidélise, les convaincre de revenir, et aujourd'hui, pour la 4e édition, on est quand même très très content, parce que on aura à la fois des artistes franc-comtois, bourguignons, des artistes étrangers, une Suissesse, un stand qui sera dédié à un artiste qui a longtemps fréquenté la région Franche-Comté et qui malheureusement, et en particulier la région gréloise, et qui malheureusement est décédé il y a 2 ans, et pour lequel on fera un stand dédié à cet homme, à Pierre Baudot, et qui était peintre à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo. Oui, la difficulté, effectivement, c'est ça, c'est d'arriver à avoir un niveau, on a un niveau d'exigence, a priori. Maintenant, faut-il effectivement que la promesse soit tenue vis-à-vis du public, et ça, c'est pas simple. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais savoir, c'est exactement comme ça. Mais par contre, parce qu'il y a quand même d'autres paramètres qui sont quand même assez ambigus, je veux dire, est-ce qu'on peut trouver aussi des sponsors, enfin, des financements, quelque chose par des mécénats, ou c'est uniquement, on va dire, de vous-même, ou un financement, un autofinancement Alors l'idée c'est effectivement, comme le disait Michel tout à l'heure, d'avoir une entrée payante. Là, il n'y a pas 50 solutions. Il faut que ce soit payant, de manière à ce qu'effectivement derrière on puisse redistribuer, puisque c'est quand même la vocation première de ce salon. Alors cette année, on a mis en œuvre un système de partenariat privé
avec des entreprises, donc je peux citer les noms, ou pas, oui, c'est bien, c'est pas bien, je sais non, pas. mais si, ça peut... Allez, allons-y, Allons-y, oui, oui. ça leur fera un peu de pub, c'est très En bien. plus, voilà, c'est Il y ça. a un cabinet comptable qui s'appelle Inextinso et une banque qui s'appelle le CIC Est qui ont bien voulu nous suivre et nous permettre justement de... Alors, l'idée première dans cette démarche de partenariat entreprise, c'était de fiabiliser le salon. L'idée, c'est qu'effectivement, on ait la possibilité de pérenniser, de fiabiliser et de faire une année 4 comme on fait cette année, de faire une année 5 l'année prochaine, de faire une année 6 dans 2 ans, etc. etc. Si on a effectivement ces ressources fiables, si on arrive à fidéliser nos partenaires, là, à ce moment-là, ce sera gagné. On pourra, là aussi, indirectement, on va dire, redistribuer ça, pas financièrement, mais là, en termes d'énergie, au niveau de l'offre, et donc augmenter l'offre, qui est déjà très très conséquente. Il faut être clairvoyant. Le regretté Manien qui organisait la Biennale de Besançon, puisqu'on est quand même à Besançon ici, donc qualifiait le salon d'art de mini-biennale, ce qui était à nos yeux extrêmement flatteur. Bien, c'est pas mal comme appellation. Mais moi, il y a des choses qui me... Vous savez, j'essaie de rentrer dans les détails parce que bon, c'est vrai que des projets comme ça, c'est quand même assez difficile quand même à mettre en place. C'est-à-dire qu'il y a quand même... il faut des bénévoles, je pense, au début, tout ça. Il y a beaucoup de choses. Il faut une main-d'œuvre, il faut des gens disponibles. Il faut vraiment avoir aussi... je vais dire qu'il y en a... Je vous dis que... Je parle en connaissance de cause. Des gens motivés, c'est ça, je veux dire motivés, puis qui n'ont peur de rien, et qui foncent, et qui ne vont pas se poser des questions, on va dire, un petit peu ésotériques. Alors là, je dis que c'est bien vraiment de partir dans un champ d'action comme le vôtre, parce qu'il n'y en a pas beaucoup comme vous. C'est vrai, alors juste pour terminer, pour conclure sur, rajouter un détail sur ce que disait Olivier, de mini-biennale, mais biennale annuelle. Oui, attention. oui. Donc, c'est un salon qui est annuel. Oui. Ça fait 3 ans qu'on le fait, c'est la 4e édition. Et alors pour rebondir sur ce que vous disiez, on y croit déjà, on y croit très fort. Ça c'est le postulat de base. Ensuite, ce qui est important de préciser, c'est qu'au sein du club, de l'association du Rotary qui organise ce salon, entre autres, il y a des bénévoles qui eux aussi sont moteurs et pendant toute l'année, parce qu'un salon, ça s'organise dès lors qu'on a terminé la 3e édition, on a déjà imaginé la 4e qui va bientôt se dérouler. Et c'est tout un travail incrémental qui se déroule pendant une année, d'abord doucement, et puis là, en ce moment, c'est le rush, parce qu'il faut revalider des partenariats ou en créer de nouveaux, pour s'assurer du côté matériel du salon, de la salle, des institutionnels aussi, bien sûr, parce qu'on ne fait pas ça seul dans notre coin, c'est quelque chose qui est ouvert, il faut créer des partenariats, voilà. Oui. Et ensuite, il faut démarcher les artistes, trouver les artistes qui leur expliquer ce qu'est le salon, leur expliquer la qualité le niveau de qualité qu'on veut donner au salon et qu'on arrive à donner, je pense, au fil des éditions. Ça fait qu'il y a des artistes qui viennent, pour certains, de plus en plus loin, qui me font confiance. Ah bon? Voilà, donc il n'y a pas que des artistes de Haute-Saône, Oui, de locaux. Ouais, C'est ouais, ça, tout à fait. ouais. Donc il y a un renouvellement, en gros, il y a un renouvellement de 50% à peu près d'une édition sur l'autre. Donc ça prouve d'une part que lors d'une édition, il y a des artistes qui reviennent, déjà, donc tout le monde s'en va pas en courant en disant c'est nul. Il y en a qui reviennent, qui ont envie de revenir, et puis bien sûr il y a d'autres artistes qui nous rejoignent pour créer une nouvelle offre, montrer une nouvelle chose. Et d'ailleurs même les artistes qui sont là d'une édition sur l'autre présentent de nouveaux travaux. Ah oui? Ah ben c'est important, bien sûr, c'est important de présenter un nouveau travail. Et c'est aussi intéressant pour les visiteurs également de retrouver d'une année sur l'autre des artistes, parce qu'ils peuvent voir évoluer leur travail. Et lorsqu'un visiteur amateur d'art a vu à l'année 1 un artiste qui lui a plu, il le voit la 2e année, il dit tiens, son travail a évolué. La 3e année, des fois ça suscite un intérêt plus fort, et puis parfois un achat, un investissement, on crée du dialogue. À titre personnel, j'expose, j'ai un stand sur le salon, je retrouve des gens d'une année sur l'autre. Et on crée un dialogue, on crée une complicité. Une relation, oui, durable. Tout à fait. Allez-y. Alors moi, Olivier. oui, c'est moi. Voilà. Je voulais, alors moi, un petit mot, je voudrais saluer quand même
les 50% d'exposants qui effectivement reviennent cette année, dans le sens où là on a un contexte tout à fait particulier en termes d'offres de salons d'art contemporain sur la région, au même moment et sur un territoire relativement proche. Ce qui en soi est une très bonne chose. Plus il y en a, mieux c'est, hein, soyons clairs. Le fait est que cette année, donc la Biennale de Besançon aura lieu 15 jours après notre Dardar. Et en plus de ça, donc, on a une manifestation triennale qui est organisée dans le Jura et qui s'appelle l'ARCO et qui tous les 3 ans effectivement réunit dans les ateliers d'artistes, donc où les artistes invitent dans leurs ateliers plus précisément ou dans leurs galeries d'autres artistes. Une grosse manifestation qui attire beaucoup de monde. Là, le fait qu'on ait réussi d'une certaine manière à conserver 50% de nos exposants de l'an passé est un signe extrêmement positif, dans le sens où effectivement, compte tenu de l'offre globale sur la région, on aurait pu avoir de graves soucis en termes d'offre. C'est pas le cas, et je dirais quelque part, ça a été aussi, faut voir les choses de manière très positive, ça a été aussi une opportunité pour faire venir de nouvelles têtes, et donc d'élargir l'offre, d'incrémenter l'offre, comme le disait Michel. Donc c'est une très bonne chose. Là donc chapeau bas pour ces artistes-là qui reviennent et qui sont super contents de venir, parce que c'est vrai qu'on a la chance d'avoir une salle qui est somptueuse, l'espace festival en l'occurrence à Arc-les-Gray. Donc là on a un très bel écrin à faire pâlir un bon nombre de bisontins. Et on a la chance d'avoir une belle équipe d'organisation qui effectivement aménage ça, se met au service des exposants, de manière à ce qu'effectivement tout le monde expose des choses de qualité, mais en plus soit bien dans ses bottes. C'est quand même important. C'est un peu l'idée. Je vais vous poser une question à vous deux. Pour les artistes, vous les choisissez sur les critères, je veux dire, est-ce qu'il y a des artistes photographes, etc. Je veux dire, c'est ça, les sculpteurs, etc. Il y a un peu de tout, non? Oui, il y a une variété de niveau artistique qui est présentée. On a bien sûr des peintres, il y a des sculpteurs qui exposent là, il y a aussi de la photographie, il y a de la céramique, voilà, c'est pas limité. Oui, voilà, toutes les expressions d'art, on va dire d'art visuel, sont les bienvenues. Au niveau du choix et de la sélection, eh bien, c'est sur des critères, ce sont sur des critères de qualité du travail. Déjà, ce sont des artistes professionnels qui sont appelés à exposer. Il y a un niveau d'exigence de qualité. Donc, il y a on va dire une commission qui se réunit et puis qui traite les dossiers, qui les classe, on en discute. Enfin voilà, c'est collégial, hein, c'est ouvert, c'est pas une personne qui dans son coin fait un choix. Il y a vraiment un gros travail de sélection pour qu'il y ait une offre qui soit à la fois cohérente et diversifiée. Oui. Voilà. Donc une trentaine d'artistes qui sont présents. Et puis je voudrais souligner, en poursuivant ce que disait Olivier, les artistes exposent dans une très belle salle. Ah bon? Oui, c'est vraiment un écrin. On s'y sent bien. Il y a une ambiance, il y a une belle ambiance. Oui. On échange aussi entre artistes, parce que c'est un moment. Les salons sont toujours des moments privilégiés pour faire des rencontres entre artistes, pour échanger des informations, échanger des tuyaux, et puis voir comment les autres travaillent. Donc il y a vraiment, on travaille beaucoup en amont du salon, et au moment où le salon se déroule, il y a vraiment la rencontre avec le public et la rencontre aussi avec les artistes. Donc c'est vraiment un bon moment qu'on passe ensemble, et c'est toujours un peu triste de remballer le salon, pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on a passé toujours plusieurs jours ensemble, on a appris à se connaître, on a vécu des bons moments. Voilà, c'est une petite ville finalement qui s'organise dans cette belle salle. Est-ce que le public qui répond, le public est-ce qui répond, il discute avec les artistes, il y a un échange aussi avec le public? Oui, tout à fait. Non. J'aime bien, il y en a qui me font non. C'est un vrai duo que vous faites les deux. C'est un taquin plaisant. Non, mais bien sûr qu'il y a un échange avec le public. Non, mais ça aurait pu des fois avoir une certaine allergie, il y en a peut-être, on ne sait pas, le public, voilà. Non, mais après, c'est comme tout. Oui. Tout le monde ne s'arrête pas sur tous les stands. Oui, voilà, évidemment, il y a des goûts de chacun, mais à l'échelle du salon, chaque visiteur trouve des
des œuvres, que ce soit de la peinture, de la sculpture ou autre, des œuvres qui arrivent en écho avec finalement ces envies. Oui, c'est ça, ouais. On a une chance énorme en fait, hein. On s'en rend compte maintenant aujourd'hui, c'est que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il y a peu, Grèce était, on va dire, le bout de la Haute-Saône. Mais bien sûr, on échange beaucoup entre nous. Il faut comprendre aussi que les artistes, pour la plupart, quelle que soit leur activité, toute l'année ou presque, ils sont tout seuls dans leur atelier. Ah oui. Bah, qu'on fasse de la peinture, qu'on sculpte de la pierre, qu'on sculpte du métal, qu'on fasse même de la photo, on est souvent seul. Et le moment, le salon, c'est un moment qui est difficile parce qu'il se prépare, c'est du travail, c'est de la manutention, c'est du temps, etc. Mais c'est un moment où on rencontre du monde. Quand on aime rencontrer, Oui. beaucoup aimer bien sûr rencontrer le public. Donc rencontrer le public, rencontrer ses homologues, d'autres artistes qui permettent de s'ouvrir l'esprit, de comprendre beaucoup de choses. Voilà. Donc c'est vraiment un moment privilégié. Ça c'est bien. Olivier? Ouais, c'est un moment très très important. C'est aussi, faut quand même pas oublier une chose, c'est qu'un artiste, c'est comme tout à chacun, comme vous, comme moi, hein, il a besoin de manger. Voilà. Et quelque part, un salon, c'est aussi le moment où on va rencontrer des clients et des moments où on va avoir la possibilité de vendre des œuvres d'art parce que les clients auront apprécié à la fois l'objet et à la fois la démarche. C'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que par rapport à une galerie internet, si vous voulez, on n'aura jamais effectivement, enfin ce sera compliqué d'avoir accès à la démarche, à cet échange qu'on peut avoir d'ailleurs en ce moment, hein, Bien sûr. voilà, en discussion. Le salon, c'est vraiment un moment déterminant pour l'artiste. C'est pas juste tiens je viens exposer, Oui. etc. C'est vraiment un moment déterminant. Dès lors, si un salon qui ne marche pas, clairement, ça va comme une traîne de poudre. Oui, c'est C'est-à-dire que là, il ne marchera pas longtemps. Le fait est qu'il faut que ça fonctionne, et pour nous, organisateurs, enfin à la fois organisateurs et exposants, puisque là on est deux à être, d'ailleurs il n'y en a que deux, à avoir cette double casquette, le fait est que c'est une charge d'autant plus lourde à porter, parce que c'est vrai qu'on se sent quelque part responsable par rapport à tout ça. Et est-ce qu'on fait une petite respiration pour essayer après de reprendre le rythme de l'émission, histoire de se... Hein. Et ben, on va écouter des tubes et des chansons. On est 20h21, c'est Yves Chaud, et c'est en direct avec nos invités qui viennent de Haute-Saône, et ça c'est vraiment extraordinaire. Et c'est Yves Chaud, 20h38, et nous avons des invités ce soir. On a plein de choses encore à savoir sur ce qui se passe sur cette exposition d'art. En plus, c'est bien aussi le jeu de mots. Et on commence pas par vous, Michel. Michel qui a encore des choses à me dire encore. Hein, Oui, alors je voudrais juste rappeler pour les auditeurs qui nous prennent en cours de route. Oui, donc ce soir, on est tous réunis au studio pour parler de la 4e édition du Salon d'Art, le Salon des arts visuels qui se déroule à Arc-les-Grais cette année, le vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 octobre. C'est la 4e édition. On rassemble 33 artistes professionnels. Il est question de peinture, de sculpture, de photographie, de céramique. Et l'entrée au salon donne droit à une entrée gratuite au musée, à l'exceptionnel musée Barreau-Martin et à son exposition temporaire sur la jeune peinture des années 50. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, non? Oui, non, voilà, donc c'était juste pour présenter, pour rappeler un petit peu... pour les auditeurs qui n'étaient pas là tout à l'heure. Voilà, rappeler un petit peu le contexte de notre discussion. Exactement. Alors, Olivier, il voulait revenir sur le financement, je pense, on en parlait tout à l'heure, de cette exposition. Ah, oui. Alors ça, c'est un sujet assez... pointu. Assez intéressant, pointu. Non. Ça nous a pas mal occupé, c'est vrai. Ça a été encore une fois, bon, ce salon a été initié par une association, un club service, comme on dit, hein, donc le Rotary Club de Grès en l'occurrence. Et l'idée de maîtresse d'un club service lorsqu'il organise une manifestation comme celle-ci, c'est effectivement de générer des recettes de manière à les redistribuer intégralement derrière à une cause. Le fait est que c'est pas si simple que ça, en définitive, de faire des choix, parce qu'il y a des axes qui sont définis par
nos instances internationales, etc. Il y a des propositions locales, régionales, qui sont pas forcément en adéquation avec les objectifs justement de ces clubs services. Hein. Donc c'est pas si simple que ça paraît évident, mais bon, pourtant c'est pas si évident que ça. Le fait est que cette année, on s'est dit, plutôt que de fonctionner de manière réactive, c'est-à-dire on fait un salon et derrière on a du bénéfice et qu'est-ce qu'on en fait et on fait un appel à projet, là on s'est dit on va anticiper, on va fonctionner à l'envers. Tout à l'heure je disais qu'on a une chance énorme, c'est que Grès, qui était au bout de la Franche-Comté, se retrouve au milieu de la région Bourgogne-Franche-Comté, donc géographiquement c'est vrai qu'on a une position qui est complètement différente aujourd'hui, tant mieux, hein, c'est un coup de baguette magique qu'on a pris sur la tête, mais avec grand plaisir. Et le fait est que lorsqu'on s'est posé cette question, on a automatiquement élargi le cercle d'investigation dans nos recherches, que ce soit au niveau physique, hein, donc au niveau des démarchages, mais aussi au niveau psychologique. C'est vrai qu'on n'était pas habitué à regarder vers l'ouest, on regardait plutôt vers l'est que vers l'ouest. Donc du coup, on a fait un tour d'horizon, et là on a eu les opportunités, les hasards de la vie, etc. On a eu l'opportunité un jour avec Claude Bourreau, d'ailleurs, qui est présent ici dans le studio et qui était le président du Rotary l'année dernière, de rencontrer des représentants du lycée de la céramique de Longchamp, en Côte d'Or, qui est un lycée à vocation artistique. On ne forme pas des étudiants pour faire des bidets ou des... voilà, donc c'est vraiment une vocation exclusivement 100% artistique. Et ça correspondait exactement à ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que le Dardar a été conçu au départ pour que 100% de ses bénéfices soient redistribués pour l'éducation artistique de la jeunesse et pour la promotion des jeunes talents. Là, je cite exactement ce qui est inscrit sur nos communications. Et là, lorsqu'on a rencontré le lycée de la céramique de Longchamp, on s'est dit que là, effectivement, on avait une adéquation parfaite par rapport à notre vocation. On s'est rencontrés à plusieurs reprises avec ce lycée, ses dirigeants, qui ont tout de suite adhéré au projet, à tel point qu'effectivement, le thème qu'ils vont aborder ponctuellement pour Dardar sera utilisé toute l'année scolaire sur tout le lycée de la céramique, donc l'année scolaire 2017-2018. Donc ils ont clairement élargi, ils sont appropriés ce sujet, ils ont pris corps avec ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a sensibilisé les élèves du brevet des métiers d'art, donc BMA, en première année, qui était en première année l'année dernière. On leur a expliqué le sujet, les professeurs surtout, hein, bien sûr, et ils ont commencé à concevoir des objets artistiques, clairement, et 100% artistiques, hein, pas d'objets utilitaires, bien sûr, qui vont concourir à Dardar. Donc les élèves de BMA vont concourir entre eux, soit en solo, soit en duo, soit en petite équipe, etc. Donc on aura 7-8 de mémoire, 7-8 projets qui vont être présentés. Au sein même de Dardar, donc on a désigné une petite commission, donc qui est composée exclusivement d'artistes et d'un galeriste, qui sera d'ailleurs le président du jury, qui décidera, donc il y a 5 personnes, qui attribueront un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Là, il n'y aura pas d'argent en jeu. Ce sera juste un prix d'honneur, c'est-à-dire qu'effectivement, les élèves pourront inscrire sur leur CV, voilà, on a été premier prix Dardar en 2017 pour... voilà. Derrière ça, ce qui se passe, on ne s'arrête pas là. Je parlais tout à l'heure des bénéfices qu'on espère liés au succès de Dardar. L'intégralité des bénéfices sera reversée à ces élèves de BMA qui aujourd'hui sont en 2e année et qui vont faire un voyage d'études. Alors ce n'était pas encore défini lorsqu'on a conclu la convention, soit en Allemagne, soit en République tchèque, là aussi dans des établissements spécialisés en formation artistique dans le domaine de la céramique. Et donc notre contribution vis-à-vis de ces élèves de BMA sera assez conséquente, puisqu'en définitive, on va leur permettre d'élargir le spectre de leur voyage, donc de découvrir d'autres choses. On joue notre rôle de formation, d'aide à la formation en tout cas, et à ces jeunes de pouvoir élargir leur champ d'investigation, leur champ de vision, de se confronter à d'autres cultures, à d'autres techniques, d'autres manières de faire, d'autres langages aussi, d'autres personnes. Donc c'est très enrichissant. Ça fait partie de notre vocation, nous, à la base.
mais Dardar, quelque part, en tant que tel, en tant qu'entité, est extrêmement heureuse, parce que dès lors qu'on parle d'art contemporain, de pouvoir aller dans cette direction. En fait, c'est un tremplin, hein, ce genre de biennale. C'est un tremplin pour les artistes qui veulent aussi, ceux qui viennent là, c'est vrai, c'est un tremplin pour aller encore un peu plus haut, etc. Je veux dire, c'est bien. Oui, Hein, alors je vous corrige, on n'est pas biennale, hein, on est annuel. Bon, alors d'accord. Donc je suis désolé, mais là c'est vraiment notre spécificité, c'était que on est clairement un des seuls salons d'art contemporain annuels sur toute la région. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. C'est déjà pas mal. Ce qui est énorme, ce qui est compliqué. J'allais dire déjà, oui, c'est déjà pas mal, parce que je trouve que c'est bien. Michel, à vous, Michel, dites-moi d'autres choses encore. Eh bien, d'autres choses, il est peut-être temps de parler aussi des artistes qui vont exposer à l'occasion du Salon d'Art, donc qui aura lieu à Arc-les-Gray du 13 au 15 octobre. Alors j'en ai quelques-uns comme ça, dont je peux parler, dire quelques mots à la volée. Donc on a Kelvin, alors c'est difficile, on est à la radio, et on parle d'art visuel. Ah bah alors attendez, je vais allumer. Oui d'accord, on l'a vu l'écran, d'accord. Donc on a Kelvin, c'est un jeune artiste bordelais, voilà, pour le coup, c'est pas un franc-comtois. Donc il emploie des techniques diverses, hein. On a le pochoir, les tampons, la projection, la peinture aérosol, et voilà, ça constitue la majeure conception de ses œuvres. Alors Kelvin, lui, il est imprégné par un univers musical, cinématographique et philosophique protéiforme, je cite. Oh là. Alors son défi, eh bien, traduire et transposer ses sources et ses expériences de vie dans son imaginaire personnel au moyen de techniques picturales diverses que je viens de citer. On a aussi de façon plus concrète Anaïs Legrand qui revient pour sa 4e édition peut-être, je crois, 3e ou 4e édition. Alors Anaïs, elle travaille le verre. Elle fait se sublimer la lumière qui traverse le verre. Hein. Elle s'inspire directement de la nature, des éléments, et vraiment dans chaque réalisation, il y a une intention. Anaïs, on la retrouve, on va la retrouver à nouveau, elle vient peut-être la 3e ou la 4e édition. Encore un ? Ah oui, allons-y. Oui, de toute façon, on peut rester jusqu'à minuit, hein. J'ai les clés. Hein. Pas de problème, on fermera. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc Romain Bresson, par exemple, alors lui, il baigne dans un univers industriel depuis plusieurs années, et il a toujours été fasciné par le contraste homme-machine. Hein, il cherche, comme il dit, je recherche des éléments naturels afin de les mélanger avec cet univers mécanique. Donc il crée des pièces qui expriment une vision futuriste de l'homme et de l'animal, dans un monde où la mécanisation dominerait l'univers. Ouh là là. Il faut venir voir, il faut venir voir. Oui, comme vous dites si bien, oui, c'est vrai. Et puis, pour parler d'un transfuge, je connais un petit peu Jeff Degray. Alors, on l'appelle Jeff Degray. Il s'appelait il y a peu Jeff de Bure-sur-Yvette. Et maintenant, il habite à Autré-les-Grais. Donc Jeff a rejoint la région. Et lui, c'est avec la peinture et l'art plastique qui s'exprime. Donc c'est un peintre qui fait des très belles choses, du graphe aussi un petit peu, et puis de la sculpture. Voilà, un autre encore, Nicolas Sauget. Alors Nicolas Sauget, il fait du light painting. Vous savez ce que c'est que le light painting ? Non, je vois pas trop. Alors le light painting, si j'ai bien compris, ça consiste à mettre un appareil photo en pose longue, dans une ambiance plutôt sombre, là, je vois. et puis de faire une sorte de chorégraphie ou des figures avec une lampe. Voilà. Et dans des contextes très particuliers. Hein. Donc lui, Nicolas Sauget, il détourne ou met en scène des objets, des lieux de manière à les faire vivre ou revivre. C'est assez intéressant et original. J'ai vu des choses, c'est super. Voilà, tu confirmes Olivier, d'accord. Extra. Je crois que Nicolas, c'est la première fois qu'il vient, c'est un autodidacte, il a fait ses débuts en photographie en 2013 et c'est la première fois qu'il vient au Salon d'Art. Donc je suis vraiment impatient de le rencontrer. Voilà, donc ça fait partie des rencontres, comme je disais tout à l'heure, qui sont vraiment le lieu du salon. Marie-Noël Rémy, alias Mano. Marie-Noël, elle vit, dans la lumière et les ambiances du Jura des Lacs. Donc elle vient du Jura, d'une belle région, où elle a choisi de vivre avec les siens voici une trentaine d'années. Et elle se nourrit là-bas cette ambiance nourrit son œuvre, qu'elle construit patiemment, avec conviction. Elle fait de la peinture, donc
restitue des paysages intérieurs aussi, parcourus d'émotions et de rêves. Donc elle marie un petit peu son environnement naturel, très beau, des lacs du Jura, et puis ses inspirations. Voilà. Philippe Lucas. Alors pour Philippe Lucas, j'ai bien aimé la façon dont il se décrit, c'est un peintre, et je cite Philippe. La peinture n'est pour moi qu'un moyen d'oublier, un cri dans la nuit, un sanglot raté, un rire qui s'étrangle. Alors je me laisse aller à peindre comme cela me vient. Ouais, c'est très beau. Ah oui, alors là... Voilà, je ne vais pas en dire plus. Non, c'est bien, c'est déjà pas mal. Voilà, c'est bien, ouais. il faut venir le rencontrer et voir sa peinture. Ça correspond terriblement au personnage. Ça fait la troisième année, je pense qu'il est la troisième année qu'il expose. C'est vraiment un personnage atypique. C'est quelqu'un d'attachant, mais avec un foutu caractère. Et je le connais bien, c'est un ami. Et il a des... d'ailleurs, ce que vient de lire Michel est tout à fait révélateur. C'est quelqu'un qui va être extrêmement réactif en fonction de ses émotions, comme tous les artistes évidemment, mais chez lui c'est quand même particulièrement exacerbé, et qui a une palette extrêmement éclectique. Hein. J'ai vu des choses chez lui qui ne présentent pas en exposition, mais qui sont tout à fait singulières. C'est bien tout ça. Alors que Michel avec allez, encore un ou deux. Il y a Mylène Perton. On disait qu'on était deux exposés en étant du Rotary, mais c'est faux, nous sommes trois. Il y a Mylène qui expose cette année. Mylène œuvre dans différents domaines, elle fait de la sculpture, elle fait aussi de la peinture. Cette année, elle présentera des tableaux. Pour ceux qui connaissent Mylène, ou qui ne la connaissent pas en tout cas, ce sont des tableaux plutôt, c'est souvent en noir et blanc, où apparaissent des dégradés de gris qui s'alternent. Donc espace dense et ouvert. Enfin voilà, elle a aussi une méthode, une technique comme des tricotage voilà, elle fait du tissage de toile, c'est très particulier, il faut vraiment venir voir ça. Donc traces, formes se multiplient entre abstraction et figuration, c'est vraiment un travail intéressant. Et puis je voudrais aussi parler de Pink Art Rose. Ah, c'est une fille. Ah bon, pardon. Alors peut-être qu'elle est punk, Pink Art Rose est certainement punk. Oui. Alors là c'est une byzantine. Ah. Donc je pense que la plupart des auditeurs doivent la connaître. Elle est née en 74, donc à Besançon, mais elle exerce actuellement au Haute-Saône. Vous voyez, il y a quand même une terre. C'est comme, oui, c'est vrai. Et donc elle se définit comme une athlète de la peinture et du spray tout-terrain. Alors là je suis curieux de voir ça aussi, je ne la connais pas encore. Artiste autodidacte, elle est arthrosée chronique de la main gauche, adepte du pop art et du street art. Il faut qu'on la maîtrise un peu parce qu'elle va nous repeindre la salle. Je crois qu'il faut la surveiller. Tout à fait, mais voilà, curieux aussi de rencontrer cette personne qui est visiblement haute en couleur, sans jeu de mots. Et puis donc elle mélange des techniques diverses, collage, spray, pochoir, peinture et matière. Hein, donc là, autant dire que les couleurs s'entrechoquent. Ça c'est clair. Et pas que les couleurs, à mon avis. Voilà. Donc, alors tout ça pour dire, là je viens de citer un petit peu comme une liste à l'après-vert différents artistes. Je voudrais dire et souligner que le salon d'art d'art, qui se déroule le 13, 14 et 15 octobre prochain à Arques-les-Grais, il y a un certain éclectisme. Il y a un éclectisme, bien sûr, qui a été choisi, c'est un éclectisme volontaire, mais avec une certaine ligne conductrice. Et cette ligne conductrice, c'est vraiment la qualité. La qualité du travail, c'est montrer un travail vraiment de gens qui sont impliqués dans ce qu'ils font, ce sont des artistes professionnels et qui viennent à Arques-les-Grais pour rencontrer leur public, pour faire partager leur passion, pour montrer leurs derniers travaux. C'est vraiment un lieu où il va y avoir un échange. Voilà, je tiens à le souligner, un échange entre le public et les artistes. Olivier veut me dire quelque chose. Ah si, Olivier il est parti. Je suis à fond, c'est il est à fond, oui, ça peut être à fond, vous êtes à fond. Oui, on va poursuivre sur quelques artistes parce que on n'a pas encore fait le tour. Non. Et c'est vrai que là, on va être assez éclectique. Hein. Je vais aborder une allée,
puisque là j'ai le plan d'implantation en tête, qui va être en face du bar, parce qu'on a la chance d'avoir dans cette salle un petit bar aussi, c'est plutôt, oui, c'est bon à dire. Hein. Oui, il faut le dire. 13, 14, 15 octobre, à Grès, un salon d'art contemporain avec son bar. Ah, c'est quand même plutôt sympa. Ça, c'est original. Ça, c'est un vrai argument. Oui, tout à fait. Donc en face du bar, donc en face de cette entrée, on a une allée où là on va avoir à droite en entrant alors c'est pas un galeriste, c'est un collectionneur donc qui nous présente j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, un artiste qui nous vient de République démocratique du Congo et de Kinshasa exactement, qui malheureusement est décédé il y a 2 ans maintenant, en 2015, qui est un peintre, au contraire de la peinture académique, qui est un peintre qui a adhéré dans les années, fin des années 80, début des années 90, dans un mouvement qui a été créé par le collectionneur en question qui présente ces œuvres-là, qui dispose d'une collection extraordinaire de 600 œuvres de peintres de cette école des peintres populaires de Kinshasa, puisque c'est bien son nom, et donc qui regroupait un certain nombre de peintres qui aujourd'hui sont compris une certaine notoriété. Je pense à Chéri Samba, qui aujourd'hui est un artiste absolument international, qui se vend partout, y compris chez Christie's ou Sotheby's à New York. Là on est sur de la grosse cote. Je pense à Moquet, au peintre Moquet, je pense à Baudot en l'occurrence. Là ce sera ce peintre Pierre Baudot qui sera présenté par le collectionneur en question qui s'appelle Bernard Sex, et qui nous fera une rétrospective, un hommage à ce peintre qui a fréquenté la Franche-Comté, qui a fréquenté spécifiquement la région gréloise, qu'il aimait beaucoup, et on a eu l'occasion, dans le cadre du Rotary Club de Grès, de l'accueillir à plusieurs reprises. C'est un homme qu'on a eu l'occasion de fréquenter, on a financé des opérations pour lui, et donc ça a été une vraie tristesse lorsqu'on a appris son décès. Cette année, donc, on fera un hommage à ce peintre-là qui, au contact de Bernard, donc le collectionneur qui présente ses œuvres, a eu l'occasion d'être confronté à une peinture européenne, ancienne, celle de Jérôme Bosch. Et donc là, on remonte quand même à des époques très lointaines. Et Bernard lui a présenté un jour, avec une petite intuition quand même en tête, un ouvrage de référence sur ce peintre hollandais, et en lui disant voilà, je pense que c'est quelque chose, ça peut être une source d'influence pour toi. Et Pierre Baudot s'est emparé de ça, mais avec délectation, et nous a fait quelques œuvres qui seront présentées d'ailleurs à Darda. Des œuvres monumentales et sublimes. Si on prend cette même allée, on a juste à côté, sur la droite, un galeriste, alors là pour le coup un galeriste qui exerce depuis plus de 40 ans maintenant, qui s'appelle Michel de Saint-Jacob à Dijon, et qui a tenu la Galerie 6 pendant 37 ans exactement. J'en discutais avec lui un peu plus tard que dimanche, et qui nous va en particulier nous présenter, alors je ne connais pas très bien la sculptrice, deuxième sculptrice qui nous présentera, donc là je ne peux pas trop en parler. Michel serait mieux placé que moi, mais par contre il va nous présenter un sculpteur extraordinaire, mais là je mâche, je me tiens même en disant ça, qui s'appelle Jean-François Gambino. Jean-François Gambino, c'est celui qu'on qualifie aujourd'hui au niveau international, je parle bien de niveau international, de Rembrandt Bugatti du XXIe siècle. C'est un sculpteur animalier extraordinaire. On est sur une sculpture extrêmement spontanée. Michel de Saint-Jacob me racontait dimanche qu'un jour, il était chez lui, ils se connaissaient pas très bien à ce moment-là, ils s'étaient rencontrés 2-3 fois. Et Gambino lui dit donne-moi un animal, parce que bon, Michel n'était pas trop sûr de vouloir le représenter à ce moment-là, ou je ne sais plus quel était exactement le contexte. Et là, Michel se prend au jeu, il dit un ours. Le Gambino prend une masse de terre cuite d'à peu près 30 cm de haut, sur grosso modo 20 par 20 en largeur et profondeur, en 8 minutes chrono. 8 minutes. Il lui a fait un ours. Mais de manière, avec un couteau de cuisine à bout arrondi qui traînait là, et d'une manière absolument spontanée, très assurée, très brutale même, quelque part dans le trait. C'est vraiment extraordinaire.
Au bout, il y a un artiste de cette même allée, il y a un artiste dont on n'a pas parlé encore, qui est à ma droite, qui s'appelle Michel, mais c'est un autre Michel qui s'est exprimé tout à l'heure. Michel, il a une démarche incroyable, il s'appelle Michel Laurent, Michel de son nom d'artiste, voilà, tout court. C'est quelqu'un qui a eu une démarche il y a quelques années, alors je ne citerai pas la station radio concurrente, mais qui était passée par la radio pour donner un côté authentique, populaire, qui a du sens, du vrai sens, dans une démarche artistique. C'est-à-dire aller à la source, diffuser par les ondes un besoin de matière, de manière à pouvoir exécuter derrière, effectivement, des éléments sculptés, là aussi, puisque c'est sa spécialité. Ça fait bizarre quand on parle de soi et qu'on oui. Et donc, qui a recruté en fait des gens, des kidam, des gens comme vous, comme moi qui m'écoutez là en ce moment, et qui disposent de bouteilles de gaz, la fameuse bouteille de gaz dont on ne sait pas quoi faire, qui traîne dans un coin, dont on a quelque part un peu hérité et qui aujourd'hui traîne, et à ramasser comme ça des centaines, 200 bouteilles de gaz par ce simple petit appel aux ondes, sur les ondes. Et de là est né un projet, mais quand je dis un projet, c'est un vrai projet artistique, c'est là où il y a un vrai sens, qui a abouti à une sculpture qui est aujourd'hui, enfin plusieurs sculptures, mais en particulier une sculpture qui est aujourd'hui présentée sur les bords du lac Léman, à Montreux. Donc rien que ça, c'est quand même pas mal. Donc une sculpture qui est composée de, alors là par contre je sais pas combien. 24 bouteilles de gaz. 24 bouteilles de gaz. 24 bouteilles de gaz rouges, qui sont bien sûr sculptées. Là je vous laisse le plaisir de découvrir ça à l'occasion. Je pense qu'il y aura un totem qui sera présenté dans ce projet-là, qui sera présenté à l'entrée. Et puis Michel nous gratifiera d'un nouveau projet. Alors là je laisse la surprise totale, de manière à ce que vous ayez à la fois le plaisir de découvrir à Dardar, mais aussi à la Biennale de Besançon où Michel exposera 15 jours après. Donc là, vous aurez deux occasions de voir deux formes différentes de cette même installation, puisqu'il s'agit d'une installation. Voilà. C'est bien Olivier, merci beaucoup. Michel, conclusion on fait une petite respiration après, puis on reviendra sur d'autres sujets. Mais finissez déjà maintenant, ce que vous voulez dire. Conclusion, bon, je vais rappeler encore une fois que le salon se déroule le 13, le 14 et le 15 octobre cette année, donc 2017, à Arc-les-Gray. C'est la 4e édition du salon Dardar, le salon des arts visuels, qui regroupe plus d'une trentaine d'artistes. On en a parlé tout à l'heure, on en a cité quelques-uns. C'est donc un salon qui va également mettre en avant un partenariat, comme l'a expliqué Olivier, avec le lycée de la céramique de Longchamp. Voilà, donc il y a deux galeristes, des peintres de renom, sculpteurs de renom, des artistes locaux, des artistes qui viennent de plus loin, une grande diversité, peinture, sculpture, photo, céramique. Voilà. C'est bien, on va faire un petit break, histoire d'un petit peu de s'aérer un peu l'esprit. On reviendra dans Yves Chaud dans quelques instants. De toute façon, ce soir, c'est exceptionnel, dans le sens qu'il n'y a pas d'horaire. En principe, Yves Chaud se termine à 20h56 parce que pour des raisons de couvre-feu, comme dirait l'autre. Mais là, il n'y a pas de couvre-feu. Ce soir, il n'y a pas de couvre-feu. On est ensemble pour une fois que Radio Shalom reçoit encore des invités vraiment un vendredi soir ou vraiment des artistes et des gens qui font des choses. C'est quand même très intéressant pour nous. Donc, on va revenir dans quelques instants après une petite pause. Retour à l'antenne sur Shalom Besançon. Oui, c'est continuité de Yves Chaud. Il est 21h51 et puis on est toujours là et ça se passe super bien. Alors maintenant, je vais donner la parole à Olivier qui va me donner des précisions qu'on n'a peut-être pas donné tout à l'heure, je pense. Oui, ce soir on est là pour, je le rappelle, pour parler de Dardar, voilà. Dardar, Salon d'art contemporain, qui va se dérouler à Gray, à côté de Gray, à Arc-les-Gray exactement. Les 13, 14 et 15 octobre 2017, donc dans un peu moins d'un mois maintenant, je rappelle qu'il y a les horaires d'ouverture. Le 13 octobre, donc le vendredi 13, ça porte bonheur, ce sera ouvert de 15h à 19h. Le samedi 14, ce sera ouvert de 10h à 19h. Tiens, je vais prendre les notes, ce sera mieux. Et le dimanche 15, ce sera ouvert de 10h à 18h. Donc ça a lieu à l'espace festival de la communauté de communes de Val-de-Grès. On a la chance d'avoir une salle superbe
qui nous est prêté par on a un partenariat donc, avec la communauté de communes du Val-de-Grès qui nous prête cette salle, et on est bien chanceux d'avoir droit à un écrin pareil. C'est une salle construite récemment, qui est déjà très belle extérieurement, qui en plus intérieurement est habillé de bois, donc ça donne un caractère très particulier à ce salon, et du coup ça nous permet d'avoir un aménagement intérieur qui est tout à fait agréable, en plus évidemment de ce qui est présenté. Et là je voulais envoyer un petit peu sur quelques artistes. On parlait tout à l'heure on a dû parler d'une bonne vingtaine d'artistes, hein, si je ne me trompe pas. Il y en a 33 au total, si je me souviens bien, qui seront présents, des artistes français, des artistes qui viennent un petit peu partout, donc des régionaux bien sûr, mais aussi des gens de Bordeaux, des gens de la région parisienne, des gens de Suisse, pardon. On aura un hommage à un peintre congolais, un peintre de Kinshasa, Pierre Baudot, qui est malheureusement décédé il y a 2 ans, et qui était très attaché à la région grégoise, donc qui sera aussi présenté. Je vais vous parler de trois artistes qui seront présentés sur ce salon. Je vais vous parler de Philippe Lucas. Philippe Lucas, j'en ai parlé tout à l'heure en 2 mots. Alors lui, c'est un régional, donc il est installé à Delin, à côté d'Ampierre-sur-Salon, pour ceux qui connaissent. Et c'est un petit village. C'est quelqu'un qui était ébéniste en fait à l'origine, qui avait un gros atelier d'ébénisterie à Paris. Et très très bel atelier, qui faisait beaucoup de restauration de meubles, qui avait une grosse clientèle chez les collectionneurs, chez les ébénistes, chez les antiquaires, etc., etc. Donc c'était un atelier qui tournait très bien. Il a eu jusqu'à 10 employés. C'était vraiment un gros atelier, enfin un bel atelier dans le Faubourg Saint-Antoine. Et puis malheureusement, il y a les choses de la vie. Il a eu ce qu'on appellerait par ailleurs une longue maladie, mais il s'en est sorti. Et du coup, il a dû abandonner malheureusement son activité. Il a trouvé ce havre de paix à Delin, et ça l'a incité à peindre. Et donc il a des influences assez éclectiques, qui part sur des influences à la Basquiat. De temps en temps on va trouver des influences à la Chagall, de temps en temps on va trouver des influences... donc il oscille entre différentes périodes, entre différentes influences, et il a un vécu extraordinaire, parce qu'effectivement, en ayant côtoyé ces artistes, ces expositions parisiennes, etc., il a une culture très forte. Il saura vous parler de beaucoup de choses avec beaucoup de profondeur. Et ça transpire dans sa peinture, dans ses sculptures aussi. Il fait quelques rares sculptures, mais surtout dans sa peinture, qu'on pourra apprécier à Dardar. Et puis je vais finir par moi, parce qu'après tout, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Bien sûr. Je suis aussi exposant, et puis là j'ai la chance cette année de présenter 2 artistes. Je ne suis pas galeriste, je suis marchand d'art, exactement. Donc jusqu'à ce que je co-organise Dardar avec mes petits amis qui sont ici, j'avais aucune velléité à m'intéresser d'une certaine manière à l'art contemporain. Et puis quand on est confronté, là aussi les hasards de la vie, à des moments aussi extraordinaires que le moment où on est amené à s'intéresser et à organiser par la force des choses un salon dans un premier temps, le fait est qu'on y prend beaucoup d'enthousiasme, et puis on est un peu pris par la spirale, et on s'intéresse à ça. Donc là cette année, je vais faire un petit peu le galeriste. Donc je vais présenter deux artistes. L'un qui est, on va rester sur les locaux, Patrick Maillard. Patrick Maillard, il était prof d'art plastique, et toute sa vie durant, il a peint, il a dessiné, il a une forte influence dans un premier temps de Ricardon. De les Byzantins connaissent bien Ricardon. Ça transpire dans ses premières productions. Et puis il s'est un petit peu émancipé de Ricardon pour endosser un univers personnel, et il va toujours systématiquement dorénavant partir d'un thème bien précis qui d'une manière générale portera le nom l'œuvre portera le nom de ce thème,
et pour l'interpréter dans son univers, qui est un univers très très graphique. Donc on est sur une peinture résolument abstraite, hein, mais qui endosse des couleurs qui sont différentes de la palette qu'on connaît de Ricardon, par exemple. Bon, là, on est sorti des noirs et blancs. On est sur des palettes de couleurs qui aujourd'hui sont très fortes, très pertinentes, je dirais même, parce que il y a des confrontations assez inattendues de couleurs. Moi, je trouve un côté absolument lyrique dans son travail, presque sonore, en définitive, lorsqu'on voit son travail. Et puis, le dernier artiste dont je voulais parler, pour finir cette galerie d'artistes, c'est un personnage emblématique, hein, de la région. Là, on va plus à l'est, hein, dans la région, on va du côté de Belfort. C'est Bernard Gantner. Bernard Gantner, c'est un monsieur, c'est vraiment un personnage, c'est un caractère, c'est une production extraordinaire. Il faut être factuel à un moment donné. Gantner, c'est quand même l'artiste qui, après Courbet, a le plus, en volume, exporté l'image de la Haute-Saône au travers le monde. Gantner, c'est 550 expositions au travers le monde, c'est 60 expositions au Japon, c'est 50 aux États-Unis, 40 au Canada, etc. etc. C'est un monstre de la peinture. Aujourd'hui, on l'a un petit peu oublié, je dirais presque même négligé, alors que son œuvre est absolument est très 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 importante. Je répète une chose qu'on a dit tout à l'heure, le ticket d'entrée que vous paierez en venant à Dardar vous donne droit à avoir une exposition au musée de Gray, qui porte cette année sur la jeune peinture des années 50. Gantner est un des rares exposants, un des rares artistes qui figure dans cette exposition de ce musée de Gray, puisqu'il fait partie pleinement de ce mouvement d'artistes des années 50. C'est quelqu'un qui est pas forcément bien né, hein, c'est un artiste populaire à la base, hein, même s'il n'aime pas, je connais un petit peu, qu'on parle de son art comme d'un art populaire. Le fait est que c'est quelqu'un qui n'est pas né dans la soie, clairement. J'ai présenté une œuvre de 1949 de lui, par exemple, qui représente les mines de potasse à Bolvillers, où son grand-père était lui-même mineur. Donc ses parents, voilà, c'était pas, voilà. Donc c'était pas gagné pour lui, c'était pas simple, et pourtant c'est quelqu'un qui est né en 29 et qui a vécu forcément des périodes qui étaient un tout petit peu compliquées, comme on peut l'imaginer, et qui s'est réfugié dans l'art, dans la peinture, et qui avait une démarche, encore une fois, c'est un caractère, donc avec une démarche très personnelle, et qui s'est construit tout seul, même s'il a suivi des cours académiques à Paris, bien sûr, dans la première phase de sa vie. Très attaché, très 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 attaché à la région, très attaché à la Franche-Comté d'une manière générale, et en particulier au territoire de Belfort, à la Haute-Saône, au Doubs, principalement pour reprendre ces territoires de prédilection. Et là, cette année, j'ai voulu tout simplement faire une prolongation de l'exposition qui est présentée au musée de Grès sur la jeune peinture des années 50, et là, élargir le thème avec des œuvres tout à fait importantes de sa collection personnelle, donc qui ne seront bien sûr pas mises en vente, hein, de sa collection personnelle, et puis jusqu'à des œuvres extrêmement intimistes qu'il représente lui-même, autoportrait, et sa famille. Si par aventure Bernard Gantner nous écoute, je lui envoie un petit coucou, parce que je sais que en ce moment il a 89 ans, sa santé est pas très 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 bonne, il était à l'hôpital il y a quelques jours, et là il est en centre de rééducation, donc voilà, j'espère qu'on aura le plaisir, si les médecins font bien leur boulot, de le voir à l'inauguration d'Ardar le samedi 14 à 11h. Il l'a noté dans son calepin, je le sais, et je l'ai vu. D'accord, merci Olivier. Alors on va un petit peu avancer, ou s'il y a encore d'autres choses avec Michel. Michel est en train de mettre les dates et tout ça encore. Oui, les dates, non, mais j'écoutais Olivier avec intérêt et avec passion, bien sûr, parce qu'en même temps j'apprends des choses comme vous, comme tous les auditeurs, et j'étais en train de me dire, mais on est en train de parler d'un salon des arts visuels. On utilise des mots depuis tout à l'heure, on essaye de faire passer des images. Je
crois qu'il n'y a plus le choix, il faut venir. Il faut venir le 13, le 14, le 15 octobre à Arc-les-Grais. De l'autre côté de Gray, il faut traverser le pont, c'est pas très loin de Besançon. Gray est une ville qui est fort sympathique, il y a aussi beaucoup de vieux cailloux à Gray. Il y a des... je fais un peu la promotion de la ville, parce que elle peut avoir une image un petit peu de ville triste, de ville... voilà, mais quand il y a un petit rayon de soleil, qu'on voit le vieux pont de pierre, qu'on voit la vieille ville au-dessus, il y a quand même quelque chose, il y a un potentiel historique à Gray, il y a de belles maisons. Je vais vous dire quelque chose, Michel, je suis allé à Gray une seule fois. Je suis désolé, mais j'ai pas eu. Il faudra venir 2 fois. Et ben voilà, ce sera le cas. Je suis venu une fois pour boire un coup. Il faut venir une 2e fois au salon. Oui, je vais y venir, mais c'est vrai que j'avais quand même beaucoup aimé, je ne connaissais pas Gray. Alors j'ai visité à pied, parce qu'on peut visiter quand même à pied, j'avais du temps ce jour-là, et je vous assure que franchement, il y avait des choses à voir, à regarder au niveau, comme vous dites, au niveau de la pierre, des comme ça. C'était, il y a déjà longtemps, il y a plus de 10 ans que je suis allé à Gray, mais j'avais gardé un souvenir parce que j'étais tombé sur un petit café où il n'y avait personne, mais c'était très bien, l'accueil, tout ça, c'est-à-dire c'était très... On était vraiment dans la terre, dans le terroir, on était vraiment dedans, il y avait... Je me rappelle, il y avait ces ruelles, ces petites rues, c'était quand même, c'est quand même très mignon, si, j'avoue que j'avais passé une bonne journée, il y avait un supermarché sur le côté, là-bas, il y avait quelque chose, il y avait un parking, enfin, moi je me rappelle plus de tout ça, mais c'est vrai que il y a encore mieux que les parkings et les supermarchés. Hein. Oui, il y a Dardar, il y a des belles demeures, des toits en tuiles vernissées, c'est vraiment très beau. Donc voilà, salon des arts visuels, mais il faut venir mettre des images sur tout ce qu'on vous a raconté ce soir, tout ce qu'on vous a décrit. Et on pourra encore vous en dire plus. Mais d'ailleurs, Olivier, je crois, m'en dit un peu plus. Oui. Allez, un peu de culture, revenons un petit peu, faisons un peu d'histoire. On parlait tout à l'heure de la réunification la réunification administrative des régions Bourgogne et Franche-Comté. Quand on prend tous les Byzantins connaissent la fameuse gravure très très importante, elle doit mesurer à peu près 1,20 m de long, gravure du 17e, la fin du 17e de Van der Meulen, qui compte les conquêtes de Louis XIV, et en particulier celle de Besançon. Il faut savoir qu'il y a eu toute une série de gravures qui ont été commandées à ce Van der Meulen, donc certaines ont été éditées, d'autres non, puisqu'il fallait un privilège du roi à l'époque pour éditer tout ça. Et on lit, petite ironie de l'histoire, qu'à l'époque, la Franche-Comté s'appelait Burgundiae Comitatus, comté de Bourgogne. Donc quelque part, quand on voit aujourd'hui qu'effectivement la Franche-Comté et la Bourgogne sont administrativement réunis, on est typiquement dans cette histoire. Il faut savoir aussi une chose, c'est que je pense que si je me souviens bien, la série de gravures totale doit faire, alors j'ai un tout petit doute, mais bon, allez, on va dire une dizaine de gravures, comme ça m'évitera de dire des bêtises, et Gray dispose d'une de ces très grandes gravures. Il n'y en a eu que 3, si je me souviens bien, de grandes gravures de grand format, de longueur d'1 mètre, 1,20 m. Besançon, bien sûr, Salins-les-Bains, et Gray, qui est une des conquêtes majeures qui avait été reconnue à l'époque, donc, et en tout cas consacrée par Louis XIV. Donc petite ironie de l'histoire, et puis un patrimoine, bien sûr, absolument sublime, donc qui mérite d'être découvert et redécouvert. Eh ben c'est bien déjà, voilà. Au moins on a un représentant du Office du tourisme, ça fait du bien de voir un peu un éclairage. Non mais c'est vrai, parce que bon, non mais Gris, j'avais bien, j'avais tendance un petit peu à sous-estimer en disant qu'il y avait un Intermarché, parce que le temps que ma mémoire refasse sur surface, il faut rappeler qu'il n'y a pas eu de mise à jour depuis l'origine, donc c'est pour ça que ça ne marche pas trop bien. Hein, vous savez, le cerveau, c'est pas comme l'informatique. On peut faire des mises à jour, mais là, ici, c'est fini. Hein. Donc, Michel, est-ce que pour conclure tous les deux, est-ce que vous avez quelque chose à me dire pour essayer de donner encore un plus de, je sais pas, d'envie encore, de susciter plus d'intérêt, ou j'en sais rien, quelque chose qui... Bon, on a tout dit, ou on peut encore rajouter quelque chose? Je crois qu'on a tout dit. Oui. Après, moi j'invite chacun et chacune à venir en famille partager notre enthousiasme sur place. Et vraiment, il y a une ambiance très, très calme, très détendue. On n'est pas pressé. On n'est pas au supermarché, on est dans les allées, on rencontre des artistes, on voit des œuvres à la vitesse à laquelle on veut, on passe de l'un à l'autre, on discute, on échange, on va boire un verre au bar. Il y a vraiment une bonne ambiance, et c'est un autre monde. On rentre, voilà, on passe la porte du salon, on rentre dans un univers, un cocon, un écrin, comme le disait Olivier, parce que c'est une belle salle, des artistes qui présentent du travail, un travail de qualité.
on est tous là pour vous faire rêver. C'est ça qui est bien. On est tous là pour vous faire rêver, chacun à notre manière, et chacun avec, en correspondance avec ce qui vous anime, avec les rêves que vous avez envie d'avoir. Voilà. C'est déjà pas mal, c'est bien, tout ça, c'est bien. Et rajouter quelque chose, Olivier, oui, allez-y. Alors un petit mot. On parlait tout à l'heure à bâton rompu pendant que vous écoutiez de la musique, avec Michel en particulier qui était à ma droite, et il a employé une image qui était je trouve, à la fois, qui me semblait très bien choisie. Il me parlait d'alignement de planètes. Effectivement, cette année, vous avez une chance énorme, vous, auditeurs, en Franche-Comté, en Bourgogne-Franche-Comté. Vous avez cette chance d'avoir de manière concomitante, quasiment au même moment, à 15 jours d'intervalle, vous avez la chance d'avoir une offre en art contemporain, en salon d'art contemporain, donc une offre éphémère, qui vous est offerte sur toute la région, sur cette ancienne région Franche-Comté, on va dire. Et en l'occurrence avec l'ARCO, qui est une manifestation triennale qui se déroule dans le Jura, au même moment que Dardar, donc on était là pour parler de Dardar ce soir, salon d'art contemporain, salon des arts visuels à Arc-les-Gray, qui déroule lui sur juste 3 jours, donc les 13, 14 et 15 octobre, et puis 15 jours après, vous avez la Biennale à Besançon, Biennale des arts plastiques, et qui est une manifestation majeure et qui dans des circonstances assez délicates a pu survivre cette année encore. Donc c'est une bonne chose. Vous avez énormément de chance, vous avez une offre culturelle et une offre en art contemporain on pourrait le prendre d'une manière négative, qui se percute, mais non, c'est pas du tout le cas. Vous avez la possibilité sur 15 jours de voir, sur 3 semaines en tout et pour tout, de voir une diversité d'œuvres extraordinaires. Donc profitez-en, déplacez-vous, bougez-vous, et puis plutôt que d'aller à l'Intermarché faire vos courses, allez, serrez-vous la ceinture, mangez des pâtes, et puis venez voir un petit peu d'art, ce sera pas mal. C'est très bien les pâtes, oui. En plus, c'est riche que les pâtes, c'est très bon. Le sucre lent. Mais non, mais c'est vrai que par contre, on va rester quand même, on va dire aux auditeurs, on va quand même rester en contact avec vous parce que vous avez encore des choses à nous dire pour justement nous donner un petit coup d'éclairage avant le début de ce fameux salon. Hein. On reste en contact. Et puis après, on reprend un contact avec vous après l'exposition pour savoir qu'est-ce qui s'est produit, qu'est-ce qu'il y a eu. Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une petite magie un peu plus? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, un événement qui vous a intéressé et qui vous a peut-être donné envie d'en parler après l'exposition, après le salon? Ça serait bien d'en faire un petit débrief après, quoi. Alors, dernière chose. Dernière chose, parce que je m'imagine en train d'écouter l'émission, je me dis, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Bien sûr. J'aimerais en savoir un petit peu plus, me faire une idée sur... voilà. Il y a une page Facebook dédiée au salon Dardar. Il suffit de taper sur le moteur de recherche Facebook Dardar, D''ARTS, voilà, salon Dardar. Et là on tombe sur une page sur laquelle sont présentés régulièrement, et ça va continuer jusqu'à la veille du salon, les artistes qui exposent. Et sur cette page, en descendant un petit peu dans la page, on peut y trouver 3 vidéos. 3 vidéos officielles du salon qui ont été faites sur les 3 précédentes éditions. Des vidéos de quelques minutes et qui montrent déjà la qualité de ce qui est présenté. Donc ce qu'on vous a raconté ce soir, c'est pas du flan. C'est vraiment on a déjà œuvré les 3 précédentes éditions et c'est visible en vidéo. Je l'ai vu. Voilà, donc vous confirmez. Voilà, tout confirme. Simplement. Donc allez voir sur la page Facebook Salon Dardar, D''ARTS, D''RTS. Et voilà, vous ferez votre avis vous-même. En plus, sur cette page sont rappelés, au niveau de l'événement sur la page Facebook, sont rappelés les artistes qui sont présentés, il y a des visuels, il y a des textes, voilà, on en sait un petit peu plus. Écoutez, merci à vous tous. Donc on prend rendez-vous pour juste avant un peu le salon justement, pour savoir un petit peu l'ambiance qui règne. Olivier, peut-être un dernier mot pour dire que... juste pour vous remercier, c'est quand même la moindre des choses, c'est de vous remercier de nous avoir accueillis. On a passé un super moment et puis on considère ça comme étant un privilège de nous accueillir. On a
quelque part on a un peu besoin de promo, mais on a aussi, voilà, c'est bien qu'effectivement des antennes comme la vôtre puissent nous accueillir et nous donner un peu de temps, enfin largement, pour nous exprimer, puis vous expliquer dans le fond ce qu'est notre offre culturelle. Donc merci beaucoup. Bah, merci, d'accord. Et en fait, ça donne un enrichissement mutuel, puisque de toute façon, c'est bien pour les auditeurs que pour vous. On a pu savoir. Et j'ai appris beaucoup de choses. Hein. En tant que vraiment un simple animateur, j'ai appris beaucoup de choses ce soir sur ce domaine-là, sur cet univers. Je le connaissais un petit peu à Paris, mais à Paris, c'était différent. Rien à voir avec la province, c'est pas les mêmes choses que j'ai pu vraiment toucher. Là, j'avoue qu'avec vous, c'est un peu plus, je sais pas, il y a quelque chose de plus intime, c'est plus, voilà, alors qu'à Paris, c'est assez glacial. Merci à tous, il est 22h12, pour dire qu'on est vraiment en direct, 22h12, c'est Shalom Besançon 99.5, la fréquence que tout le monde connaît maintenant. Un www.radioshalombesançon.com, un site internet sur lequel vous pouvez aussi laisser des messages, des doléances, à la limite. La page Facebook de Radio Shalom, les Twitter, et les téléphones, c'est uniquement si vous avez oublié vos clés. Et sinon, on se retrouve mardi, on se retrouve mardi à 17h30 pour Quartier Libre, parce que c'est Quartier Libre mardi jusqu'au vendredi. Et on espère vraiment à Shalom Besançon retrouver autant de bonheur que ce soir qu'on l'a partagé tous ensemble. Merci infiniment et bon week-end à tous. Bye bye. Bon, merci à toi. Youpi, bravo. C'est moi qui vous remercie, hein. C'est moi qui vous remercie quand même, parce que voilà, là, je vais dire franchement, ça c'est inoubliable ça. Hein. C'est inoubliable.